Situation en Ukraine. S'il y a une chose que nous avons clairement apprise sur l'Ukraine depuis le début de cette guerre brutale contre la Russie, c'est que ce pays ne recule jamais devant aucun défi, aussi imposant soit-il. Même lorsqu'il fait face à une adversité qui paraît totalement insurmontable, l'Ukraine trouve toujours la force de se relever. À de multiples reprises, elle a défié toutes les attentes, surmonté des obstacles que beaucoup jugeaient impossibles à franchir, et accompli ce que la majorité des observateurs considéraient comme irréalisable. Et à la fin du mois de mars 2026, l'Ukraine l'a encore une fois prouvé de manière spectaculaire. Elle a réussi un exploit que même la Russie avait déclaré impossible, orchestré et mené avec succès non pas une, ni deux, mais bien 3 frappes consécutives contre des cibles stratégiques situées à près de 1000 km, soit environ 626 miles, au-delà de ses frontières. Ces attaques ont directement touché certaines des infrastructures les plus vitales du Kremlin et ont porté un coup sévère à l'économie russe. Tout a commencé dans la nuit du 23 mars 2026, lorsque des drones ukrainiens ont frappé le port de Primorsk, le principal port d'exportation de pétrole de la Russie sur la mer Baltique. Situé dans la région de Leningrad, ce port se trouve non loin de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville du pays, et à proximité de la frontière avec la Finlande. Première frappe, l'attaque sur Primorsk. Primorsk constitue un élément absolument central pour l'industrie pétrolière russe. Il s'agit d'un hub majeur pour l'exportation de brut et de produits raffinés, et il sert également de base privilégiée à la fameuse « flotte fantôme » du Kremlin, ces navires et pétroliers privés qui transportent discrètement des millions de barils de pétrole russe sous sanctions, contournant les réglementations internationales pour générer des revenus illicites mais cruciaux pour Moscou. Le port est également le terminus du système d'oléoducs de la Baltique, avec une capacité de transit d'environ 1 million de barils par jour. D'énormes quantités de pétrole y sont stockées en permanence, notamment dans 18 grands réservoirs, chacun pouvant contenir jusqu'à 50 000 tonnes. En résumé, Primorsk traite littéralement des dizaines de millions de tonnes de brut et de produits pétroliers chaque année. C'est pourquoi il représentait une cible prioritaire pour les forces ukrainiennes, dont la mission est de frapper l'infrastructure énergétique russe. Les Ukrainiens avaient déjà attaqué ce port en septembre 2025, provoquant une interruption temporaire des opérations. Mais l'attaque de mars 2026 fut bien plus dévastatrice. Les habitants locaux ont rapporté avoir entendu de puissantes explosions retentir pendant la nuit. Le gouverneur régional, Alexandre Drozdenko, a été obligé de confirmer que l'un des réservoirs de stockage de carburant avait été touché et incendié. Dans les jours qui ont suivi, des images satellites ont révélé que les dégâts étaient bien plus importants, au moins 8 réservoirs avaient été endommagés. Les incendies se sont propagés, et les pompiers ont dû lutter pendant plusieurs jours pour maîtriser la situation. Des vidéos et des photos ont montré d'impressionnantes flammes et d'épaisses colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus du port. Cette même nuit, les défenses aériennes russes ont intercepté plus de 60 drones ukrainiens. Pourtant, plusieurs d'entre eux ont réussi à traverser des centaines de kilomètres d'espace aérien russe et à atteindre leur objectif. Cet exploit à lui seul était remarquable, mais l'Ukraine n'avait pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Deuxième frappe, le port du Ust-Luga. 2 jours plus tard, le 25 mars, les équipes de drones ukrainiennes ont frappé à nouveau. Cette fois, leur cible était le port du Ust-Luga, également situé dans le nord-ouest de la région de Leningrad, à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Comme Primorsk, Ust-Luga est une installation d'une importance stratégique majeure. Le port peut traiter environ 700 000 barils de pétrole par jour. Il dispose en outre d'infrastructures très développées pour le gaz, avec une capacité de traitement de 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, et produit des millions de tonnes de GNL, gaz naturel liquéfié, et de GPL, gaz de pétrole liquéfié. C'est précisément le genre d'installation que l'Ukraine vise en priorité. Les forces ukrainiennes avaient déjà frappé ce site à plusieurs reprises, notamment lors d'une importante attaque en janvier 2024 et une autre en août de la même année. L'opération de mars 2026 fut la 3e et l'une des plus lourdes. Les riverains ont signalé au moins 10 explosions distinctes. Les pompiers ont été rapidement déployés pour combattre un incendie massif. Le gouverneur Drozdenko a de nouveau reconnu l'attaque, tout en tentant de minimiser les dommages. Cependant, les images circulant sur les réseaux sociaux ont montré l'ampleur réelle des destructions, d'importants incendies et d'épais nuages de fumée noire envahissant le ciel.
Selon les analystes du renseignement, 3 pétroliers ont été endommagés, ainsi que plusieurs réservoirs de carburant et des installations appartenant à la société énergétique russe Novotek. Le terminal a été fermé pendant plusieurs jours. Même après sa réouverture partielle, il fonctionnait loin de sa pleine capacité. Les experts estiment que les réparations prendront plusieurs semaines. Une seule journée d'arrêt représente déjà des pertes économiques colossales. Troisième frappe, la raffinerie de Kinev. L'Ukraine avait donc déjà réussi 2 attaques jugées impossibles, en envoyant des drones sur des centaines de kilomètres à travers le territoire russe pour frapper des infrastructures vitales. Pourtant, elle n'en avait pas encore fini. Dans la nuit suivante, les équipes de drones ukrainiennes sont passées à l'action une 3e fois, menant une nouvelle frappe de grande ampleur contre l'infrastructure pétrolière russe. Leur cible était cette fois la raffinerie de synthèse organique de Kinev. La raffinerie de synthèse organique de Kurishi, plus connue sous le nom de raffinerie de Kinev, est elle aussi située dans la région de Leningrad, non loin de Saint-Pétersbourg, à plusieurs centaines de kilomètres de Kiev. Elle appartient à l'une des plus importantes entreprises énergétiques de Russie et possède une capacité de traitement impressionnante, jusqu'à 20 millions de tonnes de pétrole par an. Cela en fait la 2e plus grande raffinerie du pays en termes de volume. Cette installation est une source vitale de carburant et de produits pétrochimiques, tant pour la consommation intérieure russe que pour l'exportation. Elle génère des revenus essentiels qui contribuent directement à financer l'effort de guerre du Kremlin. C'est précisément pour cette raison qu'elle représentait une cible hautement stratégique pour l'Ukraine. Selon les rapports disponibles, plus de 20 drones ukrainiens sont parvenus à atteindre la zone et ont frappé des infrastructures critiques de la raffinerie. Une fois encore, le gouverneur régional Alexandre Drozdenko n'a pas pu éviter de s'exprimer. Il a confirmé qu'une attaque avait bien eu lieu et qu'une zone industrielle non identifiée avait subi des dégâts, sans toutefois fournir davantage de précision. Il espérait probablement que l'ampleur réelle des dommages resterait cachée, mais les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de témoignages d'habitants. Ceux-ci rapportaient de violents incendies et d'épais nuages de fumée noire s'élevant au-dessus du site, signes évidents que des réservoirs de carburant étaient en feu. Les images satellites prises dans les jours suivants ont confirmé ces observations, des traces claires d'incendie étaient visibles sur la raffinerie. En seulement quelques jours, l'Ukraine avait accompli ce qui aurait été considéré comme impensable et impossible il n'y a pas si longtemps, 3 frappes réussies, toutes menées contre des cibles situées à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Et peut-être que l'aspect le plus remarquable de cette opération reste la façon dont la Russie y a réagi. Réaction russe et déni. Au lieu d'admettre la réalité, les autorités russes ont accusé l'Ukraine de « tricher ». Des sources officielles du Kremlin ont affirmé que Kiev avait nécessairement bénéficié de la collaboration active de pays de l'OTAN, notamment la Pologne ainsi que les États baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie. Selon eux, il était tout simplement impossible que des drones ukrainiens aient pu parcourir une telle distance à travers le territoire russe sans être détectés et détruits. Ils ont donc conclu que les drones avaient probablement emprunté un autre itinéraire, ils seraient entrés par la frontière ouest de l'Ukraine vers la Pologne, auraient survolé la Lituanie, traversé les pays baltes, puis longé le golfe de Finlande jusqu'à Saint-Pétersbourg. La Russie a tout simplement refusé d'accepter la vérité, à savoir que des drones ukrainiens avaient réussi à parcourir des centaines de kilomètres dans l'espace aérien russe, en contournant radars et systèmes de défense aérienne, pour infliger des dégâts considérables à certaines des infrastructures pétrolières les plus précieuses du pays. Pourquoi un tel déni ? Parce que la Russie a longtemps cultivé l'image d'une grande puissance militaire invincible, dotée des meilleurs systèmes de défense aérienne au monde, dont le territoire serait impénétrable et les infrastructures parfaitement protégées. L'Ukraine, par ses attaques répétées et précises en plein cœur de la Russie, a brisé ce mythe. Elle démantèle peu à peu la propagande russe et sape l'idée selon laquelle les forces de Moscou seraient invulnérables. Preuve du parcours des drones et réponse des États baltes. Concernant ces attaques de drones dans la région de Leningrad, les affirmations du Kremlin n'ont convaincu personne. Il existe en effet des preuves irréfutables du trajet réellement emprunté par ces drones. Mais avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse détaillée vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show. Nous décryptons l'actualité militaire de cette façon chaque semaine.
Peu de temps après les frappes sur les ports et la raffinerie près de Saint-Pétersbourg, des sources russes ont diffusé des images censées montrer les itinéraires supposés des drones via les pays de l'OTAN. Ces images ont été largement partagées, puis complètement démontées par l'analyste en sources ouvertes Drone Bombay sur X, anciennement Twitter. Dans une publication datée du 26 mars, Drone Bombay a démontré qu'il était impossible que les drones aient traversé l'espace aérien de l'OTAN. Il a mis en avant une multitude d'éléments concrets pour réfuter cette théorie. Notamment le fait que la présence de drones ukrainiens au-dessus du territoire russe déclenche presque systématiquement des alertes aériennes dans les régions traversées. Or, durant ces 3 nuits de fin mars, des alertes aériennes ont bien été déclenchées successivement dans toutes les régions situées entre l'Ukraine et la région de Leningrad. Les cartes montrent clairement une progression, les alertes apparaissaient une par une dans les oblasts de Briansk, Smolensk, puis plus au nord, suivant précisément le trajet vers Primorsk, Ust-Luga et la raffinerie de Kinev. Drone Bombay a également rappelé que, aux dates des attaques, 23, 25 et 26 mars, les sources officielles russes, y compris le ministère de la Défense, avaient annoncé avoir abattu des dizaines de drones. Le 23 mars, plus de 50 drones interceptés, selon le gouverneur Drozdenko, le 25 mars, 33 drones détruits. Le 26 mars, 21 drones supplémentaires abattus lors de l'attaque sur Kinev. Il est possible que certains drones aient longé la frontière ouest de la Biélorussie, mais le tableau d'ensemble reste très clair et presque impossible à nier pour la Russie. Alerte nationale, défense aérienne à plein régime, centaines de drones abattus, et pourtant, selon Moscou, aucun de ces drones n'aurait survolé le territoire russe. Tirez vous-même vos conclusions, les amis. La logique n'a jamais été le point fort de la propagande russe. Drone Bombay n'était d'ailleurs pas le seul à dénoncer cette tentative désespérée de Moscou pour regagner un peu de crédibilité après ces attaques dévastatrices. La Russie a également tenté de rejeter la responsabilité sur les pays de l'OTAN, en accusant particulièrement les États baltes d'avoir autorisé l'Ukraine à utiliser leur territoire et leur espace aérien pour frapper les infrastructures russes. En réponse, le ministère letton de la Défense a publié une déclaration ferme et sans équivoque pour contrer ces mensonges du Kremlin. La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ne sont en aucun cas impliquées dans la planification ni dans la mise en œuvre des contre-attaques ukrainiennes contre la Russie. Avec de telles accusations infondées, la Russie ne fait que démontrer sa faiblesse et tente de détourner l'attention du fait qu'elle est incapable de protéger efficacement son propre territoire contre les frappes ukrainiennes, même sur la côte stratégique de la mer Baltique. Le ministère letton de la Défense est allé plus loin en accusant Moscou de lancer une nouvelle campagne de désinformation contre les États baltes. L'objectif, selon lui, serait de discréditer l'OTAN, de diviser les sociétés locales, de saper la confiance dans les institutions et d'affaiblir le soutien international à l'Ukraine. Conséquences pour la Russie et continuité des frappes. De cette série d'événements, plusieurs conclusions importantes peuvent être tirées. Du point de vue ukrainien, il s'agit d'un immense succès opérationnel. C'est encore une fois la preuve que les forces de Kiev sont capables de surmonter des obstacles apparemment insurmontables pour réaliser ce que beaucoup considéraient comme impossible. Mais à bien des égards, c'est toute l'histoire de cette guerre depuis son commencement. Dès les premiers jours, l'Ukraine était l'outsider absolu, largement surpassée par la Russie dans presque tous les domaines, expérience militaire, budget de défense, taille de l'armée, nombre de chars, d'avions de chasse et d'équipements. Les pronostics étaient si sombres que même les analystes les plus optimistes craignaient la chute de Kiev en quelques semaines. Pourtant, cela n'est jamais arrivé. Loin de s'effondrer, les forces ukrainiennes se sont relevées avec détermination. Elles ont défendu leurs terres avec acharnement, riposté avec intelligence et multiplié les victoires contre toute attente. Encore et encore, elles ont fait mentir les sceptiques, accompli l'impossible et porté le combat au cœur du territoire ennemi. Malgré des ressources bien moindres que celles de la Russie, l'Ukraine s'est montrée à la hauteur. Elle ne cesse de se renforcer au fil de la guerre. On le voit clairement aujourd'hui, Kiev ne se contente plus de défendre les lignes de front à Louhansk ou Kharkiv, elle orchestre désormais des attaques d'une portée impressionnante en profondeur sur le sol russe. Ce qui avait commencé par quelques frappes isolées s'est transformé en une campagne soutenue tout au long de 2025 et 2026. Aujourd'hui, l'Ukraine est capable de frapper durement la Russie, jour après jour, en ciblant des infrastructures de grande valeur comme les ports et raffineries de la région de Leningrad.
Peu importe le niveau de protection ou la distance qui les sépare de l'Ukraine, les forces de Kiev trouvent et trouveront toujours le moyen de les atteindre et de les incendier. Cela laisse à la Russie des factures de réparation colossales et une économie de plus en plus fragilisée. Le simple fait que l'Ukraine ait pu mener 3 attaques distinctes en si peu de temps, avec un taux de succès aussi élevé à chaque fois, est extrêmement encourageant. Cela envoie un message clair au Kremlin, la pression va continuer, et ces attaques ne feront que devenir plus fréquentes, plus précises et plus destructrices au fil du temps. D'ailleurs, seulement quelques jours après la frappe sur la raffinerie de Kiev, le 30 mars, l'Ukraine a de nouveau frappé la Russie. Impact stratégique et espoir pour la paix. Cette nuit-là, une série d'explosions a secoué la ville de Dolyadi, dans la région sud-ouest de Samara. Les habitants ont rapporté au moins 5 explosions violentes vers 5 heures du matin, accompagnées d'épaisses colonnes de fumée et de plusieurs incendies dans une importante usine chimique. La même nuit, un drone a également attaqué l'usine métallurgique d'Alchevsk, dans la région occupée de Louhansk. Cette usine, autrefois dédiée à la métallurgie civile, avait été reconvertie par la Russie pour la production militaire. Un important incendie a été signalé. Pour la Russie, ces événements dans la région de Leningrad ne sont que des exemples supplémentaires et embarrassants de son incapacité à défendre son propre territoire. Ils démontrent que ces systèmes de défense aérienne, pourtant présentés comme parmi les meilleurs au monde, ne parviennent pas à contenir l'armée de drones ukrainienne. Tandis que les forces russes peinent à avancer sur le front, subissant des dizaines de milliers de pertes chaque mois pour des gains territoriaux minimes, leur territoire intérieur est de plus en plus vulnérable. Chaque attaque coûte cher, même si les incendies sont maîtrisés et les infrastructures réparées, la Russie perd d'énormes quantités de pétrole à chaque fois. Les opérations sont interrompues pendant des jours, des semaines, parfois des mois. Cela réduit sa capacité à produire, stocker, transporter et vendre son pétrole. En 2025, par exemple, le port de Primorsk avait exporté près de 17 millions de tonnes de produits pétroliers, et Ust-Luga près de 33 millions de tonnes. Après les frappes, les 2 installations ont dû stopper leurs activités pendant que les pompiers luttaient contre les flammes. Aucun pétrolier n'entrait ni ne sortait. Des quantités massives de pétrole ont tout simplement brûlé. Même après la reprise partielle des opérations, les capacités restent réduites. Cela signifie moins de revenus pour un pays dont les caisses sont déjà mises à rude épreuve par le coût exorbitant de la guerre. Moins d'argent pour payer les salaires militaires, acheter du matériel et produire des armes. Avec moins de carburant disponible, il devient aussi plus difficile pour Moscou d'équilibrer ses exportations et les besoins de sa machine de guerre. En résumé, la situation devient de plus en plus difficile pour la Russie, exactement ce que cherche l'Ukraine. L'objectif de ces frappes sur les infrastructures pétrolières est clair, rendre la guerre insoutenable pour le Kremlin, forcer Vladimir Poutine à retirer ses troupes et accepter enfin un cessez-le-feu. Et si l'Ukraine parvient à maintenir ce rythme, la paix, qui paraissait autrefois un rêve lointain, deviendra peu à peu une véritable possibilité.